Bonsoir tout le monde! Bonsoir! Merci d'être avec nous ce soir. Je me présente, mon nom est Laetitia, je fais partie de l'équipe de gestion de Maman Pieuvre et ce soir, nous avons une de nos collaboratrices en or, Lydia Cyr, pharmacienne en chef chez Brunet. Lydia collabore pour Maman Pieuvre avec Maman Pieuvre depuis plusieurs années et c'est la première fois, je crois, qu'on fait un événement comme ça ce soir. Ouais. Alors, c'est un petit événement spécial. Merci beaucoup, Lydia, d'être avec nous ce soir. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. On a recueilli quelques questions et peut-être que tu pourrais être en mesure de nous aider à répondre à ces questions en lien avec ta profession. Il y a plusieurs choses, hein? Donc, on devient maman, c'est une adaptation, on ne sait pas trop quoi faire parfois quand on a des petites coquilles. Donc, justement, là, comment est-ce que la pharmacienne ou le pharmacien peut nous aider avec nos nouveau-nés, avec nos enfants? Bien, en fait, le pharmacien, c'est parce qu'on est vraiment accessible. Je pense que ça, c'est reconnu et apprécié de tous. Là. On est, dépendamment des bannières, là, souvent c'est ouvert 12 heures par jour, 7 jours par semaine. Il y a toujours un pharmacien en service quand la pharmacie est ouverte. Là. Ça, c'est une obligation. Fait que pour les questions, c'est sûr que là, avec la pénurie de main-d'œuvre et tout, souvent quand les gens ont des questions, ce qu'on fait, c'est que on prend le message, puis comme nous ici au Brunet, on les rappelle la journée même. Ou les gens qui se présentent pour à la pharmacie pour nous poser des questions, ben ils rentrent dans la chaîne. Là, fait que ça se peut des fois qu'ils attendent quelques minutes, mais on prend toujours du temps pour répondre à tout le monde. Puis souvent, les pharmaciens, ben, ils ont des connaissances variées. Là. Si on n'a pas l'information, on va aller la chercher ou on va être capable de diriger vers les bonnes ressources. Là. Donc, vous êtes vraiment comme un professionnel de la santé de première ligne. Donc, parfois, on ne sait pas quoi faire. On va sur Google. Google n'est peut-être pas ton meilleur ami. Donc, le pharmacien... Prescrire? Ça a coupé, mais oui, les pharmaciens, juste être sûr que j'ai bien compris ce que tu disais, là, mais les pharmaciens, oui, on peut... il y a des nouvelles activités qui nous ont été déléguées, justement, ça a été comme accéléré avec la COVID, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire de façon autonome maintenant sans avoir comme un backup du médecin, si on veut. Fait que dans des cas, exemple, d'une infection urinaire, c'est sûr que ben ça, c'est pour les adultes, là, mais si les gens, il y a des critères à respecter, mais si les gens ils ont déjà eu un diagnostic auparavant, mais là, le pharmacien est en mesure de redonner un traitement antibiotique. Même chose pour, exemple, les piqûres de tiques, là, pour la prévention de la maladie de Lyme, les pharmaciens, on peut tout faire la prescription pour l'antibiotique là, en prévention. Fait qu'il y a beaucoup de choses que le pharmacien peut faire. Puis ça, c'est juste lâcher un coup de fil là, à votre pharmacien pour voir si ce que vous avez, ça répond à ce qu'on est capable de faire, puis ça peut vous éviter une visite chez le médecin. Là. Oui, parce qu'on le sait, hein, on veut éviter à tout prix les hôpitaux, surtout là, les cliniques. Des fois, ça prend plusieurs jours à avoir un rendez-vous. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant. Puis, je pense que la grande majorité des pharmacies ont également une infirmière sur place. Oui, il y a beaucoup de pharmacies qui ont le service d'une infirmière pour, un peu comme compléter l'offre de service. Les pharmaciens, maintenant, ceux qui ont une formation peuvent vacciner. Mais c'est pas tout le monde qui a cette formation-là ou tout le monde qui a le temps de le faire non plus. Fait que souvent, les pharmacies ils vont avoir un service de prélèvement avec l'infirmière, des consultations voyage, des différents types d'injections, des retraits de points de suture ou des pansements. Ça, c'est tous des services que l'infirmière peut faire sur place. Là. Donc, encore là, aller voir le pharmacien, on peut se faire guider rapidement, là, puis avoir quasiment une infirmière sur place. Là, donc, tout est quand même très accessible. C'est ça. Puis, pour les résidents de la Montérégie, il y a quelque chose qui vient d'arriver qui va peut-être interpeller beaucoup de monde. Les pharmaciens vont avoir le droit maintenant de faire le strep test. Ben oui, ça va interpeller tout le monde. Ça, c'est en train d'être mis en place, mais
les personnes qui demeurent sur ce territoire-là ont accès, mettons, à avoir une évaluation par le pharmacien. Mais là, les modalités, là, c'est tout chaud à arriver. Là. Mais c'est à partir de 3 ans. Fait que ça inclut là, les enfants plus vieux que 3 ans. Puis là, c'est ça, c'est en train de se placer. Il va y avoir des coûts associés à ça. C'est pas clair encore, mais en Montérégie, c'est un service qui va être offert. Là. Bien, en espérant que ça s'éparpille un peu tout au Québec. C'est des bonnes nouvelles, ça. C'est le fun. Ouais. Bon, alors là, quels seraient les indispensables qu'on pourrait trouver en pharmacie? Quels sont les indispensables à avoir à la maison? Donc, tu deviens parent, ça serait quoi selon toi? Bien, c'est sûr que, tu sais, là, j'ai mis comme les choses, mettons, que d'après moi ou que j'ai moi-même dans ma pharmacie, là, que tous les parents devraient avoir. Okay? Fait que, premièrement, tout ce qui a rapport à un soin de plaie, tu sais, primaire, là, des bandages, tu sais, des plasters. J'aime aussi parce que les plaies, là, on nettoie pas ça avec de l'alcool ou avec du peroxyde, là. On nettoie ça avec de l'eau puis du savon. Puis, on peut s'acheter en pharmacie des solutions salines stériles. Il y en a qui viennent en bonbonne sous pression, là. Fait que, tu sais, ça reste stérile. Fait qu'on fait juste peser, puis c'est une bonbonne, puis un petit jet qui va sortir. Fait que ça, on peut nettoyer les plaies avec ça. Des gaz stériles. Idéalement, qui sont non adhérentes, parce qu'une plaie qui soigne ou une ampoule ou n'importe quelle plaie qui va saigner, si la gauze n'est pas non adhérente, quand on va la retirer, il y a des bonnes chances que la petite couche là, qui va se former, ben, on va venir l'arracher. Fait que ça, le polysporin, celui qui est en onguent, le tube vert, là, le original, les affaires qui sont 3 en 1 ou bon, super ou peu importe. Là. Souvent, il y a des anesthésiques là-dedans, puis un anesthésique, on ne met pas ça sur une plaie ouverte. Là. Fait que moi, c'est le bon vieux polysporin original, là, le tube vert en onguent. Sinon, pour le traitement comme de la fièvre, douleur, etc., là, il y a le Tylenol Advil, d'avoir un thermomètre numérique, là, qu'on va pouvoir mettre, idéalement, c'est comme intrarectal. C'est sûr que quand les enfants vieillissent, puis moi compris, des fois, c'est plus, c'est comme plus simple d'avoir quelque chose en dessous de l'aisselle ou un thermomètre frontal ou dans l'oreille, mais c'est comme un peu moins fiable. Faut juste, faut qu'on le sache. J'ai mis du Gravol. Il y en a qui vient en forme de liquide là, pour les enfants, pour le mal des transports. Des antihistaminiques. C'est sûr, avant, on disait comme le Benadryl, c'est la grosse affaire, mais là, on s'est comme rendu compte que dans une réaction allergique, oui, mettons une piqûre et tout, bon, ça peut aider, là, mais ce qui arrive, c'est que le Benadryl, une réaction qui est plus sévère, c'est que ça peut comme masquer un peu une réaction allergique qui va dégénérer, fait que c'est pour ça qu'il faut être un peu plus vigilant. Là. Fait que de plus en plus, à la place, on va plutôt recommander d'avoir, exemple, là, comme un Réactine ou un Claritin. La durée d'action est plus longue. Il y a un peu moins de somnolence associée avec ces produits-là. Puis c'est disponible dans soit des liquides ou des comprimés fondants là, pour les enfants. Là. Et là, évidemment, tout ce que tu es en train de nous énumérer, là, on parle globalement, on ne sait pas quel âge ont vos enfants, on ne sait pas votre bagage médical non plus. Donc, c'est en général, toi, qu'est-ce que tu as dans ta pharmacie? Mais bien évidemment, on ne donne pas du Tylenol ou un Advil à un bébé d'1 mois. Là. C'est ça. Dans le fond, c'est des conseils généraux. Tout le monde doit quand même se référer à leur propre pharmacien ou leur propre médecin qui sont au courant du dossier. C'est sûr que un enfant qui a des problèmes de santé ou qui prend déjà de la médication, il y a des choses qu'on ne donnera pas nécessairement, mais ça, c'est rendu comme du cas par cas rendu là. Fait que, moi, c'est vraiment plus d'ordre général. J'ai mis de la crème solaire. C'est... Tout le monde devrait en avoir. Là, filtre physique ou filtre chimique, ça, c'est propre à chaque personne. C'est des décisions personnelles. Sinon, j'aime une crème de cortisone. Celle qui est en vente sur les tablettes, c'est pas très fort. Là. Fait que, exemple, là, une piqûre qui démange beaucoup, il y a le afterbite, mais sinon, juste une petite couche de cortisone, mettons 1 ou 2 journées, là,
ça va aider un peu. On ne passe pas la cortisone, hein? Tu sais, des fois, on va dans le sud, puis nos enfants, ils ont une réaction allergique à la chaleur. Et là, bonne chance de trouver de la cortisone quand tu es à C'est sûr qu'on ne se badigeonnera pas avec ça, mais si c'est pour appliquer sur un endroit, mettons, une petite zone inflammatoire qui démange, exemple, une piqûre, bon, ça peut aider. Une solution, un rince sinus là, pour le nez, ça, je pense que tous les parents connaissent ça. Il y a des solutions qui se vendent déjà faites. Il y en a d'autres qu'on peut faire nous-mêmes, mais ça, c'est bon d'avoir quelque chose qui a rapport à ça. Ou sinon, juste les seringues là, avec le petit bout en silicone qu'on peut acheter même sur Amazon. Du pédialyte, ça vient en sachet de poudre. Fait que ça se garde plus longtemps. On peut le diluer nous-mêmes. Fait que la date d'expiration est plus loin, là, souvent, parce que quand on ouvre la bouteille, elle est bonne 7 jours, je pense. C'est ça. Fait que, versus les sachets, c'est bon d'en avoir. J'ai mis des larmes artificielles, mais ça, c'est, mettons, ça serait comme la dernière chose. C'est quelqu'un qui veut vraiment avoir quelque chose, mais, des fois, un petit saleté dans l'œil ou un grain de sable ou quoi que ce soit. Il y a des larmes sans agent de conservation qui se vendent. C'est des unidoses, là, fait que la date d'expiration est loin. Fait que, ça peut être bon pour hydrater ou quoi que ce soit. Même, un début de conjonctivite, on va dire, on peut essayer avec des barbouillettes propres, on peut nettoyer avec une lame, fait que ça peut aider. Puis finalement, je sais pas, dépendamment des secteurs, mais ici, en Montérégie, il y a beaucoup de tiques. Fait que la pince pour enlever les tiques. Parce que c'est pas rare qu'avec les doigts, en essayant de tirer dessus, mais elle casse en deux. Là. Fait que là, la partie de la tête, elle va rester dans la peau. C'est pas grave, là, mais c'est qu'avec la pince, on est capable de tourner puis vraiment tout aller l'enlever. Fait qu'en gros, ça fait le tour. Il y a bien du stock, mais... En général, oui, pour avoir une bonne base dans sa pharmacie, là, tu as nommé quand même beaucoup de choses. Wow, OK. Ouais. Puis là, qu'est-ce que... ça serait quoi la différence entre Tylenol et Advil? Donc, notre enfant a 7 ans. Il fait de la fièvre. On veut l'apaiser. On veut la contrôler. Mais là, qu'est-ce qu'on donne? Tylenol ou Advil? Mais les deux peuvent fonctionner. Tu sais, dans le fond, l'Advil, il y a aussi des propriétés anti-inflammatoires. Fait que, tu sais, n'importe quel problème, mettons, là, tu sais, une pharyngite ou, tu sais, comme quelque chose d'inflammatoire, l'Advil va avoir plus d'efficacité. Donc, un genou enflé suite à une blessure au soccer, là, mettons. Exact, c'est ça. Fait que l'Advil va avoir comme, c'est un peu supérieur. Puis l'autre chose, c'est que l'Advil, il dure aussi plus longtemps. Fait que, tu sais, la durée d'action de l'Advil, c'est un 6 à 8 heures versus le Tylenol, c'est un 4 à 6 heures. Fait que le Tylenol pour la fièvre, tu sais, on peut en donner. On peut donner du Tylenol et de l'Advil. Tu sais, les deux en même temps, c'est correct. Mais évidemment, ça serait mieux. Tu sais, si on veut donner les deux, bon, allez voir votre pharmacien, puis vous voyez avec cette personne. C'est ça. Le pharmacien, tu sais, je me fais souvent appeler, en fait, pour calculer des doses. Parce que les doses de ces médicaments-là en pédiatrie sont calculées avec le poids de l'enfant. Fait que pour avoir la bonne dose, c'est sûr qu'en arrière, tu sais, on a quand même un guide, là, mais pour plus précis, tu sais, juste appeler votre pharmacien, ils vont pouvoir vous calculer les doses à donner. Le Tylenol, c'est 5 doses sur 24 heures là, dans la journée. Puis l'Advil, c'est maximum 4 doses dans la journée. Puis l'Advil, on ne donne pas ça avant 6 mois. Là. Puis l'autre chose, ici, on ne donne pas d'aspirine en bas de 18 ans. Wow! L'aspirine, on dit l'aspirine de bébé, là, mais c'est pas à donner au bébé. C'est juste parce que c'est une bébé dose. OK. Ah bon, ben c'est bon à savoir. Est-ce qu'il existe un registre en ligne de médicaments, donc soit avec ordonnance ou sans ordonnance, où on peut y voir les allergènes? Donc, quelqu'un qui serait intolérant au gluten, par exemple, est-ce qu'on serait capable, est-ce qu'il y a une liste qui existe? Oui. En fait, c'est une bonne question. Là. Puis oui, il y a un registre qui existe, mais il faut juste savoir que les allergènes prioritaires, ils n'ont pas à être inscrits sur les médicaments. C'est pas comme les aliments où là, il faut qu'ils mentionnent. Les médicaments, ils n'ont pas l'obligation de mentionner ça. Mais il y a un pharmacien qui a fait une base de données, là, ça s'appelle glutenfreedrugs.com. Je suis allée regarder justement pour préparer le live. Ça faisait quand même un petit bout qui n'avait pas été mis à jour, mais il y a quand même des données là-dessus.
Sinon, l'autre option, puis ça, c'est ce qu'on fait sur une base quotidienne là, à la pharmacie, pour aller voir les ingrédients non médicinaux okay, de chaque produit, de chaque compagnie, il faut aller voir la monographie. Ça, c'est disponible pour tout le monde, c'est sur Google. Fait que, si vous avez un médicament, ça s'appelle, exemple, apoamoxicilline, si vous voulez savoir ce que ça contient, mais dans Google, vous tapez apoamoxicilline monographie, puis vous allez avoir la liste complète de tous les ingrédients non médicinaux. Fait que c'est comme, il faut aller un par un. OK. Il n'y a pas une méga base qui regroupe tout, à part celle que le pharmacien a faite. Mais c'est ça, elle n'est pas complète, mais on s'en sort. Ça donne une bonne idée. Ah, bon, ben. Et ça, c'est des médicaments, ce pharmacien-là, il est canadien. Je sais qu'aux États-Unis puis au Québec, les noms changent. C'est ça. Je ne sais pas, je pense que peut-être c'est fait aux États-Unis, mais souvent, c'est que, tu sais, les compagnies, le nom peut changer, le nom original, mais tu sais, le nom de la compagnie, mettons Apo, quelque chose, mais ils vont peut-être l'avoir aussi aux États-Unis. Fait que c'est comme à vérifier, là, dépendamment des gens, c'est quoi qu'ils veulent savoir. Ou sinon, l'autre option, c'est d'appeler votre pharmacien. Parfait, merci. Donc, on a eu plusieurs questions parce que on se sent tellement perdu quand nos cocos sont malades, ils rentrent à la garderie, on n'oublie pas qu'il y a eu le COVID, c'est comme un arrêt complet de maladie pendant quasiment, à part le COVID, mettons. Ouais. Mais tu sais, il y a une moins grosse exposition, donc on veut donc protéger nos enfants en leur donnant des suppléments. Donc, parlons un petit peu des suppléments et commençons par un très populaire, je ne sais pas si on dirait supplément, mais la mélatonine. Ouais. Est-ce que c'est un supplément, la mélatonine? Ben, ça fait partie des produits naturels. Okay. C'est en vente libre là, dans les pharmacies, fait que c'est pas derrière le comptoir du pharmacien, tout le monde peut aller s'en procurer. Mais oui, c'est un sujet très chaud parce que les problèmes de sommeil, je le vois dans ma pratique, là, c'est très présent à tous les âges. Oh, wow. Mais c'est parce que le sommeil, là, ça vient tellement nous chercher. Puis on le sait, hein, Lydia, on s'en est déjà parlé off-cam. Mais c'est tellement un sujet en soi contradictoire. On veut donc que nos enfants dorment. Alors, que penses-tu? En fait, que penses-tu en tant que pharmacienne de la mélatonine? En fait, la mélatonine, ça peut être un bon choix. OK? Chez l'adulte, on sait que c'est souvent le meilleur choix, OK, pour commencer. Mais en pédiatrie, ce qui arrive, c'est qu'il n'y a pas tant d'études non plus qui sont faites, mais ce qu'on sait, c'est que, premièrement, la mélatonine, nous, on en produit tous. Okay? C'est sécrété là, par la glande pinéale, puis c'est sécrété quand il n'y a pas de lumière. C'est comme si ça va préparer le corps à aller induire le sommeil. Mais on sait que la mélatonine a un rôle à jouer dans les systèmes reproducteurs, psychiatriques et neurologiques. Fait que c'est pas juste anodin de donner ça parce qu'à long terme, on ne sait pas trop, mettons, en pédiatrie, qu'est-ce que ça peut faire. Okay? Puis, à date, ce que j'ai réussi à trouver, c'est que dans les populations pédiatriques spécifiques, comme ceux qui ont un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme, c'est utilisé. On sait que ça fonctionne bien. Puis c'est souvent des populations où ils ont déjà un problème avec le rythme circadien, là, le sommeil-éveil. Fait que c'est beaucoup donné. Puis souvent, je vois des prescriptions, mettons, de Concerta ou du Ritalin, puis chez les enfants, puis le médecin, d'emblée, il va donner de la mélatonine. OK. C'est chez les autres que c'est pas tout à fait clair. La mélatonine, il vient en courte action ou en longue action. Fait que le but de la mélatonine, c'est d'induire un sommeil. Fait qu'il faut privilégier les formulations à courte action parce qu'on veut induire le sommeil, puis on sait que c'est là que la mélatonine est efficace. Elle n'est pas super efficace pour maintenir le sommeil. C'est ça qu'on entend parfois. Tu sais, elle s'endort vite, c'est qu'elle ne reste pas endormie. C'est ça. Mettons. La mélatonine n'aura pas beaucoup d'efficacité pour ça. Puis, l'autre chose, c'est que on va le prendre, tu sais, mais là, je dis ça.
En fait, c'est que les enfants qui n'ont pas de problème diagnostiqué, mettons, un trouble du spectre de l'autisme ou bien un TDAH, c'est qu'on sait que la première option, c'est les mesures comportementales. C'est d'avoir une routine qui est vraiment stable. Puis ça, je pense que tout le monde parle du sommeil maintenant, là, puis tout le monde dit pas mal ça aussi. Là. Fait que la mélatonine, ça ne sera pas un premier choix. Je vois que ça pourrait être donné, peut-être avec une discussion avec le médecin, quand il y a d'autres choses qui a été mis en place. Que la routine, puis ça prend comme 4 semaines de routine, vraiment comme pour dire, mettons, ben, ça fonctionne pas ou quoi que ce soit. Puis l'autre chose, je lisais que ça peut être donné quand les parents sont juste à bout pour dire, on leur donne comme un petit répit pour qu'il y ait comme l'énergie de mettre en place une routine. Fait c'est pour ça que moi, je suis pas, les gens viennent me voir pour me demander s'ils peuvent en donner à leur enfant, c'est quoi la dose qu'ils peuvent en donner. Je suis pas tant à l'aise de recommander ça chez un enfant qui n'est pas comme dans les clientèles ciblées. Mais d'un autre côté, il est en vente sur les tablettes, puis les gens, ça se peut qu'ils aillent l'acheter puis qu'ils ne demandent pas l'avis de leur pharmacien, là, de leur médecin. Mais, mettons, je vous donne les informations, puis vous faites comment vous êtes à l'aise avec ça, mais c'est pas recommandé chez des populations d'enfants qui sont comme en santé. Parce qu'on ne sait pas à long terme qu'est-ce que ça peut faire sur les systèmes là, que j'ai nommés, là, reproducteurs, psychiatriques puis neurologiques. C'est controversé un petit peu. OK, parfait. Mais il y a un profil d'effet secondaire qui est quand même acceptable. Ça, à cause de la somnolence, ça peut donner un peu de maux de tête. C'est quand même bien toléré. Ah ben c'est bon à savoir parce que justement, c'est ça, on le voit parfois chez notre population. Certains moments, se sent mal de donner de la mélatonine parce que, mais quand on n'est plus capable, qu'on a besoin d'un petit répit. C'est ça. Je ne vais jamais juger personne, puis je veux dire, j'ai des jumelles, puis ils ont 3 ans, ils ne dorment encore pas, là, mais de vouloir dormir, là, je comprends, là, je comprends, puis si les gens l'essayent et que ça fonctionne, si c'est une mesure qui peut être utilisée à court terme, parce qu'il y a des effets. Parce qu'il y a des effets très positifs au sommeil. Un enfant qui est le côté digestif, le cerveau qui est reposé, prêt à acquérir. On le sait, là, il y a tellement de bienfaits au sommeil. Donc, des fois, c'est pas facile d'être parent. Mais ce que je lisais, c'est que faudrait tout mettre en place pour essayer que la propre mélatonine endogène soit sécrétée. Puis ça, c'est la noirceur. C'est pour ça qu'on dit le soir, ben, on tamisait le blackout total dans les chambres. Puis le matin, on ouvre pour dire comme c'est le matin, puis là, on donne un signal pour dire la mélatonine, stop, c'est le temps de se réveiller. Là. OK. Bon. Puis est-ce qu'il y aurait, est-ce que l'utilisation de mélatonine dans une population pédiatrique pourrait stopper la mélatonine normale dans le corps? Est-ce que ça ou encore là, les recherches sont pas assez... j'ai pas réussi à trouver que ça stoppait, mais je sais que, mettons, quelqu'un qui reçoit, exemple, de la cortisone, là, on en produit. Quelqu'un qui va en recevoir par la bouche là, pendant comme X temps, mais son corps va comme arrêter d'en produire parce qu'il va se dire, ben écoute, j'en reçois, là, j'ai plus vraiment besoin d'en faire. Je sais pas si la mélatonine, c'est comme ça. Mais à court terme, c'est ça. Le profil d'effet secondaire, il est quand même acceptable. Puis, je veux dire, les enfants, à un moment donné, ils vont finir par dormir aussi. Je pense pas qu'à... On vous le souhaite. On vous le souhaite. Si vous nous écoutez à la maison, on vous le souhaite que vos enfants finissent par dormir. Donc, maintenant, parlons de vitamines. Vitamine C, vitamine D, ça se vend en supplément, tant chez l'enfant que chez l'adulte. Qu'en penses-tu des vitamines? Bien, la vitamine D, c'est un sujet chaud parce que là, tu sais, ça faisait tout quasiment, là. Mais alors là, c'est peut-être plus ça, mais... Ah oui, mais quand tu veux dire, là... que tous les patients atteints de COVID est en carence de vitamine D, c'est de ça que tu parles. OK, oui, c'est ça. Puis là, c'est pour la dépression, puis ça fait tout. Mais en tout cas,
pas tout à fait. Là. On n'a comme pas, je pense, réussi vraiment à tout prouver ça. Puis pour la COVID, ça, je pense que c'est comme vraiment, ça change absolument rien. Mais la population du Québec, à cause, c'est synthétisé. Il y a deux façons d'avoir de la vitamine D. Là. Il y a la vitamine D2, que ça, c'est une source végétale. Là. Puis la D3, c'est celle qui est synthétisée par la peau au soleil. Puis ça, c'est la vitamine qui est la plus facilement absorbée, mettons, dans notre sang. Là. La vitamine D est ajoutée dans déjà des choses, là, comme le lait, la margarine. Mais vu qu'on habite au Québec, on n'a pas tant de soleil que ça sur l'année. Fait qu'il y aurait beaucoup de monde qui serait comme en carence, si on veut. Mais c'est pas quelque chose qui est dosé, tu sais. On dose pas la vitamine D chez un enfant en santé ou chez un adulte. On va le doser si on a des raisons de penser, là, mais les recommandations comme de la Société canadienne de pédiatrie, là, ils disent 400 unités chez les nourrissons par jour, là, chez les nourrissons qui sont allaités exclusivement ou partiellement jusqu'à 1 an. Puis les nourrissons qui prennent la formule, on va quand même leur donner 400 unités par jour jusqu'à temps qu'ils soient capables de prendre 1 litre de formule sur leur journée. OK. Fait qu'on supplémente. OK? Fait que ça, c'est comme... Ça, je ne le savais pas. Je pensais que d'emblée, dans la formule, tu n'étais pas obligé, mais c'est que juste... Il y en a un peu dans la formule, mais il faut que l'enfant soit capable d'aller chercher 1 litre de formule par jour. Sinon, on va les supplémenter. Okay. Puis, les enfants du Grand Nord, eux autres, ben, ils en ont besoin d'encore plus, fait qu'on va leur donner 800 unités par jour à ces enfants-là. Là, c'est passé 1 an ou 2 ans. C'est sûr que les enfants, ils continuent de boire du lait. Bien souvent, le lait de vache ou... ils vont prendre du lait de soya, mais je pense pas que c'est une mauvaise pratique de continuer de donner un 400 unités par jour aux enfants jeunes et moins jeunes. Même, il y a eu un moment où même les adultes, tout le monde était sur la vitamine D, parce que la vitamine D, elle est liposoluble, elle s'accumule dans les graisses. Fait qu'il faut pas en prendre trop, mais avec 400 unités par jour chez les enfants, il n'y a personne qui va se surdoser avec ça. La seule affaire, c'est qu'il faut... ça vient en gélules comme des gummies ou des petites fraises à croquer, ça goûte bon, ça a l'air des bonbons. Là, fait qu'il faut juste pas laisser traîner ça pour que l'enfant passe à travers le pot, mettons. OK. Fait que la vitamine D, oui. La vitamine C, non. Les quantités recommandées qu'on a besoin là, pour la vitamine C, sont vraiment facilement rencontrés avec l'alimentation de tous les jours. Le surplus, il est uriné. Fait que ça plaît à l'esprit, tu sais, de dire, ben, la vitamine C, la vitamine soleil et tout, mais il n'y a personne qui a le scorbut, là, parce qu'il manque de vitamine C. On est capable d'aller chercher ce qu'on a de besoin, puis le surplus, tout ce que ça fait, c'est que les reins, il faut qu'ils clairent puis qu'ils l'éliminent dans l'urine. Fait que la supplémentation de vitamine C, non. Et quand, mettons, parce qu'on entend souvent quand tu es malade, tu as un rhume, prends de la vitamine C. Est-ce que c'est parce que quand tu es malade, tu as moins le goût de manger ou peut-être tu as mal à la gorge? Donc, tu vas pas chercher ta vitamine C au quotidien? C'est-tu pour ça? Ou Non, je pense que c'est quand même vraiment facile d'aller la chercher. Là. Il y en a dans plein d'affaires, mais il y a aussi comme une composante d'habitude. On a vu nos parents, nos grands-parents. La vitamine C, ça fait du bien. Mais c'est que ça... Il n'y a pas de preuve là, comme quoi que ça améliore l'issue d'un rhume, mettons. Là. OK. Ceci étant dit, probablement, je vais continuer de prendre ma vitamine C quand j'ai un rhume. Il n'y a pas de danger. Tu sais, quelqu'un qui n'a pas de problème rénal, là, tu sais... c'est pas grave, là. On se sent tellement quand on est malade, quand on veut tellement mieux se sentir, qu'on est comme n'importe quoi qui va me faire sentir mieux. Fait que si ton jus d'orange te fait sentir mieux dans ta tête, prends ton jus d'orange. C'est ça, exact. Finissons avec, encore un peu dans le même sujet, un peu naturel ou peut-être pas naturel, les probiotiques. Oui. Bien, les probiotiques, souvent... dans la très petite enfance, on en entend parler pour les coliques. Oui. Ça, on le sait, ça fonctionne. OK? Fait qu'il y a des études, là, il y a une souche en particulier, là, fait que c'est le L. reuteri.
je veux pas faire de promotion. Tu sais, là, j'ai nommé des noms là, de Advil, Tylenol. Tu sais, dans le fond, acheter des génériques ou pas, c'est bien correct, là. Mais le L-Reuteri, il est dans le Bio-Gaia. Fait que ça, c'est ça, j'allais dire. Ouais. Fait que c'est la souche qu'on sait que ça fonctionne pour les coliques. Sinon, il a été étudié dans l'intolérance au lait de vache, puis avec des résultats quand même prometteurs. Fait que oui, les probiotiques pourraient aider là, chez des enfants qui ont des intolérances. Mais bon, c'est pas une recommandation officielle, mais il y a des études qui vont dans ce sens-là. OK. Sinon, la prévention des diarrhées associées aux antibiotiques, tu sais, mettons les enfants qui se claquent un paquet de titres d'affilée, là, après à commencer la garderie, des choses comme ça. Fait que, tu sais, qui ont des diarrhées à cause de... Oui, ça peut aider. Tu sais, les antibiotiques peuvent faire des diarrhées. On pourrait envisager un probiotique dans ces cas-là. Pour prévenir les infections, il n'y a pas de données. Fait que ça fonctionne-tu, ça fonctionne-tu pas? On ne sait pas. Eux qui ont des troubles gastro-intestinaux, exemple, un côlon irritable, c'est un peu plus rare en pédiatrie, mais oui, il y a des réponses positives avec le lactobacillus. J'ai été surprise de lire que dans les maladies atopiques, dans l'eczéma puis dans l'asthme, c'est étudié aussi. En prévention et en traitement, on pourrait l'envisager, mais c'est pas encore clair, tu sais, c'est quoi les doses, c'est quoi les souches, mais il pourrait avoir un effet au niveau de ces atopies-là, dans le fond. Donc, on n'aurait rien à perdre si notre enfant souffre d'eczéma ou d'asthme. On pourrait l'essayer, c'est intéressant. On pourrait l'essayer, oui. Puis le trouble, il a été utilisé dans le trouble du spectre de l'autisme, puis là, il n'y a pas de données qui supportent l'utilisation. La chose, c'est que tu sais, mettons les risques d'utiliser un probiotique, mettons, à moyen terme, chez quelqu'un qui est vulnérable. Fait que, vulnérable, là, on parle des gens qui ont des prématurés, des gens qui ont des problèmes avec leur système immunitaire. Bon, ça peut faire un sepsis, ça, c'est une infection comme globale là, au niveau du sang. Il pourrait avoir des effets sur le métabolisme, des effets immunologiques. Les enfants, ils ont un système immunitaire en développement. Fait que le fait de donner ça, à long terme, y a-t-il des impacts? On ne sait pas trop. Les conséquences à long terme ne sont pas connues. Puis l'autre chose que ça, en tant que pharmacienne qui est aux premières loges de la résistance microbienne, c'est qu'on pourrait on pourrait faire des transferts de résistance. Fait que, mettons, l'enfant reçoit ou la personne reçoit un probiotique, mais là, ça fait en sorte que là, telle sorte d'antibiotique fonctionne un peu moins bien. C'est pas c'est potentiel, mais c'est listé pareil là, dans les choses à prendre en considération. Il y a beaucoup de choix. Les qualités des produits de santé naturelle sont variables. Fait c'est prometteur. Là. Il y a des choses que oui, même moi, j'en ai essayé avec mes enfants. Mais à long terme, quand ça ne rencontre pas ces conditions-là, je ne sais pas. Parfait. Ben, merci beaucoup, Laetitia, pour nous avoir rencontrés ce soir. J'espère que ça vous a plu à la maison. Si vous avez des questions pour Laetitia d'ordre général, bien évidemment, vous pouvez les écrire sous cette vidéo et on y répondra. Sinon, merci encore d'avoir été avec nous ce soir, Merci Laetitia. de m'avoir invité. Et merci à vous à la maison. À la prochaine. Bye bye. Bye bye.